Caroline Francese. Pierre-Marie Delpuy est chargé de recherche FRS, FNRS, et il est donc en ce moment, il travaille auprès de l'Université libre de Bruxelles. Et c'est un, on peut dire, un spécialiste maintenant de renommée mondiale, les martyrs politiques au 19e et 20e siècle, si je crois qu'il faut le dire. Pierre-Marie Delpuy a fait de nombreux travaux et en particulier dans l'espace sud-européen. Donc, tu connais bien la France et le français, tu connais bien l'italien et l'Italie, et maintenant tu connais bien l'Espagne et l'espagnol, et tu vas maintenant même en plus connaître le catalan. Donc, vraiment, ton espace sud-européen va être particulièrement important. Ces travaux ont porté sur la politisation populaire en révolution dans l'Italie du Risorgimento, sur le culte des martyrs dits de la liberté, en particulier dans l'espace italien et espagnol. Il est l'auteur de Un autre Risorgimento, la formation du monde libéral dans le royaume des deux Siciles, publié entre 1815 et 1856, publié à l'École française de Rome, dont il fut membre. L'affaire Non, Poerio, je n'ai pas été membre. tu n'as pas été membre, mais tu as tellement été lié à l'école française que c'est un lapsus révélateur. L'affaire Poerio, la fabrique d'un martyr révolutionnaire. Et il s'apprête à publier, je crois que ça devrait sortir début novembre, Les Nouveaux Le 6 Martyrs, novembre. 6 novembre, Les Nouveaux Martyrs, 18 novembre, 20e siècle, qui paraîtra chez Passé Composé, et c'est tout de suite prévu une édition espagnole. Ces travaux en cours portent sur le martyr politique comme forme de sainteté patronale laïque et sur la circulation transnationale des figures et des catégories du martyr de la liberté, cette fois-ci dans un espace plus large qui est l'espace atlantique, puisque je crois que tu nous disais que tu revenais d'Amérique du Sud. Et donc, en te demandant de respecter le temps, alors, professeur Campi était venu avec une double casquette, si je puis dire, comme spécialiste de Machiavel et comme spécialiste, comme responsable de l'Instituto. Donc là, si tu pouvais, en une demi-heure, pour laisser au moins 10 minutes à la discussion, nous présenter un peu peut-être ce dernier livre ou tes derniers grands axes de recherche, nous serions très contents. À toi la parole, cher ami. D'accord, merci Jean-Yves pour cette présentation. Merci Jean-Yves et Laura pour m'inviter. Donc, pour présenter mon livre qui paraîtra dans un peu moins de 2 mois. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'ai pas droit. On me dit que l'accord ne m'a pas été donné. Vas-y, tu peux. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, je vous présente en avant-première, puisque je viens de la recevoir au tout début de ce rendez-vous C'est Free. Donc, j'ai changé mon PowerPoint entre-temps pour pouvoir l'inclure. La couverture dans sa version quasi définitive de mon prochain livre, qui s'intitule donc Les Nouveaux Martyrs, 18e, 20e siècle. Le texte de quatrième de couverture est presque stabilisé. Il manque juste le fait que lorsque le texte dit aujourd'hui mort pour la nation, pour la vertu, pour la morale, je voudrais qu'au début soit placé pour la révolution, ce qui me semble premier d'un point de vue politique et d'un point de vue chronologique à la fois. Il manque le magnifique code-barre qui ornera la couverture de ce livre, mais vous n'en avez pas besoin. Et il manque le fait de savoir que ce livre coûtera 24 euros. Ça n'a pas encore été mis sur la couverture. J'ai indiqué à toutes fins utiles pour, euh, pour quiconque souhaiterait contacter avec moi, mon adresse mail et le lien vers le site du programme Amapol, aspect du martyr politique, que je coordonne avec Pierre Géal ici présent et avec d'autres, et qui fait partie donc de la programmation scientifique de la Casa de Velasquez, dont j'ai été membre, à la différence de l'École française de Rome, et qui donc porte sur le martyr politique entre le début du 19e et le milieu du 20e siècle. Alors, ce livre de préalable, avant de vous présenter un petit peu quelle en sera la matière, tout d'abord, c'est un livre qui se destine à un semi-grand public, c'est une commande éditoriale. On m'avait demandé un livre sur le martyr politique au 19e siècle, on m'a demandé de m'approcher le plus possible donc de la contemporanéité. Et finalement, ce qui en a découlé, ça a été un récit assez large et à l'échelle donc quasi européenne sur le martyr comme forme de mort sacrificielle, comme forme du sacrifice laïque, donc entre la période des révolutions
de la fin du XVIIIe siècle et la toute fin donc du XXe siècle, puisque je ferme le récit avec un cas italien, justement, ce sont les martyrs de l'antimafia, et j'ouvre un petit peu de la conclusion à d'autres espaces, puisque justement, le récit que je donne pour l'Europe a vocation à s'étendre à d'autres espaces. Je ne dirais pas qu'il pose les bases d'une histoire globale du martyr politique, ça serait prétentieux, mais en tout cas, il évoque un certain nombre de mécanismes qui peuvent trouver des équivalents, en tout cas du point de vue anthropologique, pour d'autres espaces. Le deuxième préalable que je voulais souligner, c'est que on est dans une rencontre de risorgimentistes. Ce n'est pas un livre sur le risorgimento, puisque, comme ça a bien été souligné dans la présentation que Jean-Yves a faite tout à l'heure, je me suis un peu éloigné de cet espace-temps pour au départ à des fins de comparaison, et puis après j'en suis resté. Là, je travaille actuellement sur un cas espagnol sur lequel j'écris ce qui sera mon prochain livre, et je prépare un chantier à moyen terme donc sur l'espace transatlantique qui fait une large place donc à l'Amérique du Sud dans une perspective donc d'ouverture et de comparaison. Pour en revenir à ce livre, il cherche à saisir comment, et ça a été un petit peu l'objectif que je me suis donné, il cherche à saisir comment se sont élaborés, comment se sont imposés dans l'espace public, à partir des révolutions qui ont marqué l'espace européen de la fin du XVIIIe siècle, des figures qui ont été sacralisées, qui ont été édifiées en exemple parce qu'elles sont mortes ou parce qu'elles ont souffert pour une cause. Autrement dit, ces figures sont érigées en ce qu'on appelle des martyrs de la liberté, des martyrs de la loyauté, des martyrs de la révolution, des martyrs de la nation. Autrement dit, on a toute une série de désignations qui montrent qu'il y a d'abord une transposition laïque de la figure religieuse du martyr, mais que, à la différence de cette figure qui était par définition universelle, les figures de martyrs politiques sont forcément plurielles et s'inscrivent dans un espace qui est avant tout un espace communautaire. Autrement dit, le martyr politique, en tant que transposition séculière du martyr religieux, est une notion qui est forcément référentielle, c'est-à-dire qu'elle existe nécessairement à l'échelle de l'espace qui est précisément l'espace d'une communauté. Il y a ainsi des martyrs de la liberté, par référence à une communauté d'idées, une communauté idéologique qui est transnationale. La lutte pour la liberté prétend à l'universalité, mais elle reste communautaire. Et il y a de la même manière des figures de martyrs qui s'appliquent donc à des lieux qui reprennent les ressorts en gros du patronage. Il peut y avoir des martyrs d'une ville, des martyrs d'une région. Pour prendre un exemple tiré du Risorgimento, les Calabrais écrivent beaucoup à partir de 1860-1870 des martyrologes du peuple calabrais, des martyrologes calabrais de la liberté, qui sont ensuite diffusés, qui fondent une tradition qui est une tradition précisément régionale. Mais il y a une tradition majoritaire qui va être celle du martyr de la nation, martyr qui s'identifie plus ou moins aux récits nationaux qui se construisent tout au long du 19e siècle et qui évoluent donc tout au long de la période contemporaine. Autrement dit, le martyr politique est une catégorie qui me paraît transversale, et c'est plus ou moins l'objectif que j'ai voulu donner à ce livre, dans la politique contemporaine. Et ça me paraît être, ça a été une des choses que j'ai essayé de montrer, une catégorie fondatrice, ou plutôt refondatrice, de l'espace politique post-révolutionnaire. Avec le fait que chacune des cultures politiques qui se sont construites par acceptation ou par refus de la révolution a dû s'appuyer sur un certain nombre de référents, et ces référents sont des figures qui sont édifiées en exemple, qui deviennent des archétypes, en gros, qui deviennent des sortes de spécimens idéaux de telle ou telle communauté, capables de mourir, capables de souffrir, capables de se sacrifier pour cette communauté, avec le fait que finalement, ces figures sont susceptibles d'être érigées en des exemples qui peuvent être donnés en exemple finalement au sein même de cette communauté. Autrement dit, c'est tout à la fois un outil de politisation, un outil de légitimation et un outil pédagogique sur le modèle, en somme, de la sainteté religieuse et du martyr religieux tel qu'on le trouve dans le contexte catholique. Et ce qui permet également cette transposition,
C'est un mouvement de fond qui va affecter les sociétés contemporaines depuis le XVIIIe siècle avec des rythmes divers, d'où l'intérêt aussi de la comparaison internationale que j'ai essayé de faire dans ce livre. Euh, des rythmes divers, donc, qui montrent la manière dont est repensé, la manière dont est réélaboré le contrat politique et le contrat également entre le politique et le religieux, entre la société civile, la société politique et la société religieuse. Ce mouvement de fond conduit les mouvements politiques, conduit plus tard les États à s'approprier un certain nombre de figures qui sont des figures issues de la religion, qui expriment un modèle d'exemplarité et qui, par conséquent, sont transférés dans l'ordre laïque. Il y a toute une réflexion au XIXe siècle sur ce qu'est un saint laïque. Ça a été assez bien étudié. Il y a même eu un livre sorti donc dans le cas de la France l'année dernière sur ces questions, livre de Magali Moupo qui fait partie du programme Amapol dont je viens de parler. Le livre s'intitule Des saints laïques, figure de l'exemplarité dans la littérature du XIXe siècle. Ce livre montre qu'il y a tout un imaginaire de l'exemplarité qui se construit par transposition, finalement, de l'imaginaire de la sainteté religieuse dans l'espace laïque, précisément parce que la sainteté permet d'exprimer une forme de sacralité que l'on reconnaît à des réalités qui sont des réalités profanes, qui sont des réalités séculières, mais qui sont présentées comme étant sacrées, et cette sacralité ne peut s'exprimer donc qu'avec le vocabulaire de la religion. Et il y a l'idée, justement, que cette refondation des liens entre le religieux et le politique s'incarne dans des figures de martyrs qui sont évolutives, qui ne sont pas limitatives. C'est pour ça que le titre de ce livre, c'est Les nouveaux martyrs, précisément parce que chaque communauté se dote de ses martyrs et justement, ces panthéons de martyrs qui se construisent à l'échelle de telle ou telle communauté sont renouvelables à l'infini. Et finalement, ces figures de martyrs forment des panthéons qui peuvent être des panthéons littéraires. Je vais y revenir puisque je vais essayer de raccrocher un minimum à l'Italie quand même à la fin de ma présentation, et qui se traduisent également dans la culture populaire, dans la culture de masse, et qui profitent également des évolutions du culturel au XIXe siècle, avec le fait que cette figure s'impose dans l'ensemble du spectre politique et se nourrit des évolutions donc de l'espace politique sur le temps long de la période contemporaine. Pour vous montrer rapidement le plan du livre, donc là je vous ai mis un screenshot donc du sommaire. Je pars, comme vous le voyez, de la période révolutionnaire. Je suis une progression globalement chronologique, c'est-à-dire que la longueur de la période m'a imposé en fait de suivre à la fois les cultures politiques pour comprendre comment le martyr était un élément déterminant pour les identités politiques qui se construisaient et qui se recomposaient tout au long de la période. Et en même temps, l'idée était de voir comment est-ce que les mutations du martyr suivaient d'abord les mutations des cultures de la célébrité. La sainteté est une forme de célébrité dans la société religieuse et on retrouve cette même conception, cette même perception dans le cas de la sainteté laïque, pour voir comment est-ce que les figures du martyr suivaient les évolutions des cultures politiques et de l'espace politique transnational, pour voir aussi comment les figures du martyr en général suivaient également les perceptions, les pratiques de la mort, du rapport entre les vivants et les morts, et de la manière dont justement le rapport entre les vivants et les morts informait les perceptions qui pouvaient être celles du martyr. Avec l'idée qu'il y a une tension constante, on le voit dans le chapitre 2, entre l'héroïsme et la victimité, qui sont deux polarités entre lesquelles il y a une relative progression chronologique, relative parce qu'on parle par exemple de victimes politiques pour des figures, par exemple, qu'on va qualifier autrement de martyrs au début du XIXe siècle, même si tout ça est, j'y reviendrai, lié à une certaine incertitude par rapport au sens qu'il faut donner à la catégorie, et aussi une certaine superposition des figures du martyr avec les figures des apôtres, avec les figures du Christ laïque telles qu'on les retrouve au XIXe siècle, en particulier dans les mouvements démocratiques, qui assurent le succès finalement de cette figure dans les mouvements de gauche. Succès qui est tel que, au moment
où se dotent les cultures politiques de droite, en particulier contre-révolutionnaires, d'outils de politisation modernes, finalement, elles observent le succès des campagnes d'opinion révolutionnaires, démocratiques et libérales pour se doter des mêmes outils et pour produire, c'est l'objet de mon chapitre 6, une évolution, pour produire une évolution finalement dans les perceptions de la mort exemplaire. Au départ, le martyr contre-révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle se faisait forcément en haine de la foi. Et finalement, à la fin, au milieu à la fin du XIXe siècle, on le voit en particulier avec toutes les campagnes d'opinion qui sont liées à la question romaine, euh, les martyrs de la contre-révolution sont avant tout des martyrs laïcs qui se sont appropriés le répertoire, l'iconographie, le discours édificateur, qui est le soubassement finalement du martyr laïque. Et donc, on voit apparaître des communautés martyrielles tout à fait diverses, qui sont pour certaines locales ou régionales. C'est toute la thématique des petites patries qu'on trouve en Italie, qu'on trouve en France, qu'on trouve en Espagne. Toute la thématique aussi de la nationalisation des sociétés. Euh, c'est ce que j'évoque en particulier dans le chapitre 7, et également des mouvements de plus large ampleur. Tout d'abord des élans fraternalistes qu'on trouve dans les années 1820 avec le cas de la Grèce, qu'on trouve avec plus d'acuité encore dans les années 1840, 50 et 60, chapitre 5, à propos des figures de la fraternité entre sociétés européennes. Le cas de la Pologne, le cas de la Hongrie sont particulièrement évoqués en ce sens et sont le point de départ d'un discours sur le martyr universel. Plus tard, d'autres causes récupèrent ces mêmes ressorts, comme la cause de l'anticléricalisme, la cause des victimes de l'Église d'une manière générale, qui s'est créée avec le discours sur l'Inquisition au début entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, et qui prend de l'importance pour nourrir un puissant argumentaire à la fois libre-penseur, anticlérical et franc-maçon, en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle. Puis, déploiement de ces mêmes logiques chez les socialistes et chez les anarchistes, puis, puis également euh, relative nationalisation de ces processus au moment de la Première Guerre mondiale, au moment du tournant en gros entre le 19e et le 20e siècle. Et puis j'ai essayé de condenser en un chapitre le martyr politique au 20e siècle, c'est-à-dire comment est-ce que cette notion se confronte aux logiques qui sont les logiques de la victimité, c'est-à-dire de quelle manière finalement les paradigmes de l'exemplarité souffrante ou les paradigmes de la mort exemplaire se reconstituent au fur et à mesure que la figure du héros laisse progressivement la place, ou en tout cas une place de plus en plus visible dans l'espace public, aux figures de victimes. Ce que permettent en particulier les figures récentes de la conflictualité, notamment à la fin du XXe siècle. J'ai évoqué le cas du terrorisme, j'ai évoqué dans le livre le cas des victimes de la mafia, avec le fait que les mutations des registres de la conflictualité, en gros, produisent des mutations des figures de l'exemplarité et, paradoxalement, laissent une place nouvelle, alors que le statut de victime prend une importance inégalée dans l'espace public, à des nouveaux martyrs, qui sont les martyrs de l'antimafia, les martyrs du terrorisme basque, les martyrs du terrorisme corse, etc. Avec l'idée que ces martyrologes, donc, sont polémiques et sont réversibles, c'est-à-dire qu'une cause, par exemple, comme celle de la lutte anti-mafia, très présente dans l'Italie républicaine tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et qui prend de l'importance dans les années 1990, ouvre deux martyrologes qui s'opposent l'un à l'autre. L'un qui va être finalement un martyrologe étatique, celui de la lutte anti-mafia, qui n'est pas exclusivement porté par la République italienne, mais dans laquelle la République italienne a un certain protagonisme, et à l'inverse, finalement, le martyrologe de la mafia elle-même, puisque l'une et l'autre de ces communautés perçoivent finalement une légitimité qu'elles se donnent à elles-mêmes et qu'elles vont incarner dans des figures de martyrs. Avec l'idée qu'il y a un discours commun qui est le point de départ de ces constructions de martyrs, c'est-à-dire qu'il y a au départ une violence qui est le point de départ de la construction martyrielle, qui est fondatrice et qui oppose celui qui exerce la violence, c'est-à-dire le perpétrateur, à celui qui subit la violence, qui est la victime. Et le discours martyriel reconstruit le récit de cette violence, de cette souffrance, de cette mort. Il y a plusieurs catégories, j'y reviendrai si j'ai le temps.
Et ce discours érige finalement le perpétrateur en un bourreau, c'est-à-dire qu'il le dote de qualités morales négatives, en même temps qu'il va ériger la victime en une figure dotée de qualités morales positives. Autrement dit, à un niveau factuel qui est un premier niveau d'analyse qui oppose celui qui reçoit la violence et celui qui l'exerce, va se superposer à un niveau symbolique qui va servir de référence pour des communautés, pour des cultures politiques, etc., qui va opposer donc euh, un, un bourreau à un martyr, avec le fait que dès lors que la violence oppose deux séries d'acteurs qui se reconnaissent chacun une légitimité, les martyrologes sont nécessairement réversibles. Et c'est pour ça que j'expliquais qu'il y a par exemple la martyrologe de la mafia, qui a été très bien étudié. Il y a des travaux très solides en ce sens, qui s'opposent à un martyrologe de l'antimafia. Voilà, et puis j'ouvre donc sur le 21e siècle, sur d'autres espaces, sur la forte actualité de la catégorie, à un moment où le sacrifice pour la cause est quelque chose qui continue d'être très présent dans les sociétés, en particulier des années 2020. Il suffit de penser à des cas très récents, George Floyd, par exemple, aux États-Unis, en 2020, qui euh, est en gros une des victimes les plus médiatiques récentes du mouvement Black Lives Matter, et également tout le discours martyriel qui peut accompagner le conflit russo-ukrainien ou le conflit israélo-palestinien. Autrement dit, les exemples ne manquent pas dans l'actualité politique et diplomatique très récente pour convaincre finalement de toute la place que peuvent avoir ces figures qui sont ces figures laïques du martyr. 5 points, donc, me semblent permettre de résumer les apports qui sont les apports de ce livre. D'abord, le martyr est une figure de la mort exemplaire qui devient exemplaire par un discours. Ensuite, le martyr est une figure indéfinie qui hésite entre deux polarités, l'héroïsme et la victimité. Le martyr, troisième point, est une catégorie qui supporte la construction des cultures politiques contemporaines et même de toutes les cultures politiques contemporaines. Quatrième point, les perceptions du martyr s'ancrent dans les évolutions du funéraire et dans le rapport des sociétés à la mort, c'est-à-dire que la manière dont on enterre les morts, la manière dont on rend un culte aux morts, la manière dont se développent les dévotions à divers niveaux d'échelle, informent la manière dont on perçoit, dont on crée et dont on honore des martyrs. Enfin, dernier point, la place que les martyrs ont dans la société, à la fois en tant qu'outil de propagande, en tant qu'outil de légitimation, en tant qu'outil de pédagogie, et aussi parce que les martyrs, qui étaient au départ des grands hommes et des femmes illustres, plutôt des hommes d'ailleurs, il y a un déséquilibre de genre tout à fait frappant et que le livre interroge aussi, il y a un mouvement, si vous voulez, d'expansion du martyr vers des catégories de plus en plus larges des sociétés, qui est ce que l'historiographie de la mort, qui interrogeait ces constructions-là pour le cas de l'Allemagne, je pense à Reinhard Koselleck, un historien allemand qui a beaucoup écrit sur ces questions, a appelé la démocratisation de la mort publique, c'est-à-dire le fait que la mort publique, au départ, emprunte à des registres qui sont des registres antérieurs, c'est-à-dire les figures du culte de la mort royale, avant de transférer finalement ces modalités et ces pratiques à des figures beaucoup plus contemporaines et à des figures également qui relèvent de la société civile. L'autre point, c'est que ce qui relève au départ du culte d'acteurs qui vont être des acteurs et des actrices dignes d'être entre guillemets panthéonisés, c'est-à-dire le grand moment de la construction des panthéons, c'est la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, le moment où on construit des groupes de grands hommes et de femmes illustres qui peuvent incarner une identité. Finalement, on passe de cette logique-là à une logique de célébration du nombre. Le cas de l'Italie, il me semble, le montre bien, avec en particulier une évolution qui se fait à partir des années 1850. Il suffit de regarder les martyrologes dont j'aurais peut-être pas le temps de parler, qui se publient à partir en gros de 1848, très évocateur en ce sens, et l'un des premiers martyrologes publiés, qui est celui d'un prêtre toscan, Tovanucci, il s'appelle, un démocrate, qui publie en 1848
un martyrologe qui s'appelle Les Martyrs de la liberté italienne de 1794 à 1848. Au départ, finalement, il n'y a que des patriotes illustres qui ont été condamnés à l'échafaud pour avoir finalement combattu pour la liberté, pour avoir été les victimes des contre-révolutionnaires. Finalement, Vanucci réécrit progressivement son martyrologe parce qu'il se rend compte que que la lutte pour la liberté est un work in progress. C'est un processus qui est transitionnel, comme on dirait, et qui continue de se réécrire de manière continue. C'est-à-dire qu'il y a une édition de 1849, il y a une réédition de 1850, autre réédition de 1853, autre réédition après l'unification de l'Italie, dernière réédition en 1873, et chacune de ces rééditions est marquée finalement par la reconfiguration de la communauté à laquelle s'applique le martyr. Au départ, des grands hommes, presque tous des hommes, qui sont finalement des combattants, qui sont des héros de la lutte pour l'indépendance italienne, auxquels vont finalement s'ajouter des franges plus larges de ce que Vanucci va appeler les victimes du Cilento, les martyrs napolitains, les martyrs de l'état de l'Église, qui vont être des groupes d'acteurs que Vanucci va essayer d'identifier progressivement par leur nom. Ça aussi, c'est une des tendances de l'histoire de la mort. C'est ce qu'un historien qui a publié un historien américain qui a publié une somme sur l'histoire de la mort en Occident. J'aime pas trop le terme Occident, mais c'est pas trop le. Enfin, lui utilise ce terme à partir du XVIIIe siècle, qui a travaillé sur la transition funéraire. Il s'appelle Thomas Lacker. Le livre s'appelle Le travail des morts. Thomas Lacker appelle cette évolution le nécronominalisme. C'est-à-dire que les morts qui au départ faisaient nombre ont le droit à une reconnaissance qui va être une reconnaissance individuelle, avec le fait que leurs noms vont être écrits sur des mausolées, et finalement les martyrologes ne sont rien d'autre que des mausolées de papier, c'est-à-dire des collections, en somme, de biographies qui peuvent être des biographies individuelles ou des biographies collectives de ceux qui, finalement, sont morts ou ont souffert pour la nation italienne. En deux mots, et pour vous présenter quelques aspects, bon là je vous avais mis deux, trois éléments pour vous montrer la variété des martyrs politiques dans le cas du Risorgimento. J'y reviendrai pas en détail, je pourrais le faire s'il y a des questions. J'avais mis l'un des premiers essais de martyrologe en 1796, publié par un Piémontais qui s'appelle Antonio Ranza, donc martyrologe des patriotes piémontais. Sur la droite, je vous ai mis un récit qui est une hagiographie politique d'une femme de patriote. Rien ne dit qu'elle est patriote elle-même, mais en tout cas, elle a passé une grande partie de sa vie en prison puisqu'elle a été capturée en même temps que son mari. Son mari est parti au Spielberg. Elle a passé donc sa vie à attendre le retour de son mari, puis son mari est mort, puis après elle est morte en prison. Et tout ça contribue finalement au discours martyriel à son sujet. Teresa Casati Confalonieri, morte en 1833, si je ne me trompe pas, et à laquelle est consacré un récit hagiographique, donc en 1903 ou 4, je ne sais pas, je ne lis pas le bas de ma slide, mais en tout cas, c'est le début des années 1900, et le récit s'appelle Una martire del risorgimento, donc récit qui reconstruit sa vie sur le modèle de la géographie chrétienne pour la transformer en une martyre laïque du risorgimento qui va rapprocher finalement de figures classiques de la sainteté féminine, en particulier Catherine de Sienne, qui va être l'un des exemples, enfin une figure très, très employée dans la rhétorique démocratique du risorgimento, qui va être en quelque sorte le modèle pour penser la géographie politique de Teresa Casati Confalonieri. Je ne vais pas développer plus que ça, mais je voulais quand même dire deux mots de la définition qui est dans la partie gauche de ma slide. Mazzini donne en 1846, alors qu'il est en exil en Angleterre, on voit toute la place des circulations, on voit toute la place des constructions littéraires aussi qui permettent d'ériger des figures qui sont des figures finalement profanes en des martyrs. Mazzini, dans un article d'un journal qui est lu par la gauche britannique en 1846, donne la première définition de ce qu'est un martyr. Auparavant, on hésite entre le martyr et le héros, on ne sait pas trop ce que c'est. On a le vocabulaire victime politique qui est également très présent, en particulier dans tous les obituaires
qui sont publiés à la suite des révolutions. Et là, finalement, ce qui est frappant dans le cas de Mazzini, c'est qu'il y a un vocabulaire religieux très fort, vocabulaire qui est presque apostolique et qui correspond à l'idéal du saint laïque. Entre les saints et les fanatiques, nous dit Mazzini, le cœur calme, élevé et religieux, de tels hommes sont des apôtres, leur tombe est un autel. Ce qui est intéressant de voir, et je crois que je vais terminer sur ça, donc c'est que ce texte-là, c'est le point de départ d'un martyrologe que Mazzini veut publier. C'est finalement le premier projet de martyrologe de la liberté italienne, avant même Vanucci, dont je vous ai mis un extrait de la préface sur la partie droite de la slide, que je n'aurai pas le temps de commenter. Mazzini, finalement, publie, à l'appui de ce texte de présentation, deux entrées biographiques consacrées à des illustres martyrs de la liberté italienne. D'abord les frères Bandiera et euh, Ruffini, qui est l'un des premiers martyrs également de son mouvement. Avec l'idée que ce martyrologe s'arrête là, puisque Mazzini n'en a pas écrit la suite, mais de manière significative et intéressante, à partir de ce texte-là, Mazzini se met à écrire sur des martyrs de l'Europe de l'Est. Il consacre un certain nombre de textes à la Pologne. Il en publie plusieurs entre 1846 et 1850. Il en consacre à la Hongrie à partir de 1848. Il en consacre aux décabristes russes qui sont morts à la suite de la révolution de 1825. Autrement dit, ce qui ressort, c'est l'universalité de la catégorie martyr qui est transposable à peu près toutes les situations politiques européennes de l'époque. Et c'est en même temps le fait que ces martyrs sont ancrés dans un territoire et qu'ils contribuent à l'identité de ce territoire. Je vais m'arrêter là. Je suis loin d'avoir épuisé d'une part tout ce que j'avais à vous dire et d'autre part la variété du martyr politique au XIXe siècle et en particulier dans le Risorgimento. Je reste donc attentif à vos questions et je vous remercie pour votre attention.